Du côté des avions, le rôle des forces aériennes de la Légion Condor, la plus grande partie de l'aide allemande, est de soutenir les forces nationalistes. Le premier objectif consistant à s'assurer de la suprématie aérienne, ce qui ne représente pas un très gros problème pour les Allemands. En effet, dès le printemps 1937, Heinkel 51 et plus tard Bf-109 écrasent Chatos et Moskva républicains. Et pourtant, les premiers chasseurs allemands opèrent alors sans radio, et même leur mitrailleuse doit être remontée à la main. Ce n'est pas du matériel de première technologie. Les leçons à ce sujet ont d'ailleurs un fort impact dans le développement des armes allemandes, particulièrement au niveau des transmissions, ces dernières acquérant, grâce à Guderian, un rôle majeur dans les blindés. Gardons cependant cette histoire pour une autre fois. Des pilotes comme von Moreau se montrent remarquables par leur intrépidité. Par exemple, ce dernier, malgré sa faible escadrille de 6 bombardiers Ju-52, dépasse les attentes du commandement en allant attaquer le cuirassé James Ier dans la rade de Malaga pendant la traversée de l'armée d'Afrique. Par la suite, il ravitaille l'Alcazar assiégé à Tolède, manquant de peu d'être abattu par des républicains. Cette guerre permet également la mise à l'épreuve des, à l'époque, très controversés Stuka. En effet, ceux-ci soumettent le pilote à de très fortes accélérations et font descendre très bas l'avion pour ces missions. Deux dangers majeurs pour la survie du pilote. Les appareils comme le Ju-87, le premier véritablement dédié à cette mission, sont donc critiqués pour leur dangerosité d'emploi. Toutefois, leur usage dans la guerre d'Espagne, par exemple le bombardement en piqué des cimes du montagneux Pays Basque, prouve aux yeux du commandement allemand leur utilité, ces appareils montrant leur efficacité aussi bien dans le domaine militaire que psychologique. Enfin, le bombardement représente aussi une mission principale pour l'aide expéditionnaire allemande. Pour ce faire, dans le cadre d'une Luftwaffe naissance, le manque de bombardiers conduit l'état-major à utiliser les Ju-52, les avions de transport en substitut. Leurs opérations furent principalement stratégiques, dans le but de tester le concept de guerre psychologique, mais aussi tactique plus rarement contre les T-26 attaquant le pont de Pindoque. Pendant leurs opérations, les pilotes allemands sont en effet confrontés à la météo. Celle-ci, capricieuse, est particulièrement dangereuse quand conjuguée au manque de coordination avec les troupes espagnoles. Ainsi, la campagne du Nord de 1937 nous montre des cas de météo empêchant la présence de l'aviation allemande. Or, les nationalistes décident d'attaquer sans consulter la Légion, et subissent alors des pertes évitables. Le contraire existe également avec des avions de la Légion bombardant les objectifs, principalement au Pays Basque, en tout cas dans les cas que j'ai recensés, sans que cela ne soit suivi par les troupes au sol, qui restent statiques. Dans les registres de la coopération interalliée franquiste, le journal de guerre de Richthofen nous apprend qu'il en vient à menacer régulièrement de ne plus apporter le soutien aérien afin d'être écouté par les Espagnols. Il ne faut pas non plus oublier les personnels, ceux-ci tournaient en rotation afin de former la quasi-intégralité de la force aérienne allemande. Dans ce cadre a lieu le 30 octobre 1937 un changement à la tête de la Légion, avec l'arrivée du général Volkmann à la place de Sperl et du général-lieutenant, l'équivalent du général de corps d'armée français, Flochard. Cela coïncide avec la préparation d'une offensive pour Madrid à travers Guadalajara. La Légion fut à cet effet déplacée dans la région de Madrid, mais cette attaque ne vint jamais du fait de la bataille de Teruel, déclenchée le 15 décembre par les républicains informés de ce projet. En plein redéploiement, la Légion ne met que 2 semaines à arriver à Teruel et accompagne la contre-attaque nationaliste lancée le 29 décembre 1937. La principale mission des aviateurs est alors de s'occuper des concentrations de troupes républicaines au nord de Teruel dans la vallée de l'Alfambra. La réduction de la crête de la Muela n'est l'affaire que de quelques 2 jours grâce aux assauts énergiques des Basques menés en coopération avec l'aviation. Le froid est tel que seuls les bombardiers Heinkel HE-111 sont capables de décoller des aérodromes d'Alfaro, Calamocha et de Galul. Et certains d'entre eux sont même parfois contraints de se poser en urgence.
Mais la bataille continue toujours, et la concentration des troupes républicaines au sud de Teruel oblige alors Franco à abandonner le sauvetage de la ville, qui tombe aux mains des républicaines. La Légion attaque ensuite massivement la zone de Singrap et Boigna, cela a pour conséquence de déclencher la plus grande bataille aérienne de la guerre, avec d'abord des représailles républicaines sur Calamocha, détruisant 2 Heinkel He-52 sur les 5 touchés. Deux couteaux duels aériens s'engagent alors du 3 au 5 janvier, s'achevant cependant par une victoire franquiste. Ce dur effort consenti permit le 20 au drapeau nationaliste de flotter sur Teruel et de consommer cette énième défaite républicaine. La marche à la mer ou campagne d'Aragon, qui suit cette bataille, rencontre l'opposition du général Volkmann. En effet, ce dernier préférerait en finir directement avec Madrid. Pourtant, à bout, il cède, et ce sont les bombardiers allemands K-88 qui ouvrent la voie, suivis des Stuka en rase-motte. Le succès de l'opération conduit à un changement à la tête de la République, avec l'arrivée de Juan Negrín et une réforme de l'armée désormais bâtie sur le modèle communiste. Pendant ce temps, la Légion continue d'appuyer les troupes franquistes qui se dirigent vers Valencia. La République espagnole n'a cependant pas dit son dernier mot et prépare sa dernière grande bataille. Vicente Rojo, planificateur de toujours, auteur de nombre de plans de bataille, est également celui de cette opération, qui constitue le champ du signe de l'armée républicaine, la bataille de l'Èbre. Déclenchée fin juillet 1938, elle force la force aérienne allemande à se retourner au nord. La brève supériorité aérienne qu'obtient l'aviation républicaine fait long feu face au retour de la Légion. Celle-ci délivre ainsi un déluge continu de feu contre les républicains, qui subissent au même moment la contre-attaque nationaliste. Malgré leur modernisation, les I-16 russes subissent de lourdes pertes, malgré des victoires contre les As allemands, en Bf-109. Cela s'explique également aussi par l'attrition subie par une aviation républicaine constamment en infériorité. Les pilotes manquent alors cruellement d'expérience. Nous pouvons donc terminer par la marine qui se contente d'un rôle passif pour la majorité de la guerre. Il n'y a pas grand-chose à dire sur elle, et bien que restant en soutien des navires nationalistes, elle ne s'implique jamais réellement. De toute façon, comme le note l'amiral Raeder, la flotte allemande n'était pas en mesure de faire face à un conflit mondial à cette époque. Il vaut donc mieux éviter de provoquer les autres puissances. La Kriegsmarine participe cependant à certains bombardements côtiers comme à Malaga pour aider les troupes nationalistes. Elle escorte de même les troupes nationalistes lors de leur transport maritime du Maroc à l'Espagne, sans intervenir face aux navires républicains qui tentent de forcer le blocus. Par la suite, le comité de non-intervention confia à l'Allemagne et à l'Italie, le 8 mars, la responsabilité de la côte méditerranéenne pour surveiller les flux d'armes et de volontaires. La flotte allemande en Méditerranée patrouille ainsi au nom du comité à partir du 20 avril 1937 jusqu'à la fin de la guerre. La Légion Condor est souvent vue comme le laboratoire qui permit à la Wehrmacht de confirmer ses doctrines et matériels, ainsi que de découvrir nombre d'aspects importants dans l'emploi de ces derniers, notamment grâce à l'expérience de cette guerre moderne. Cependant, il faut tout de même relativiser l'impact de la guerre d'Espagne. En effet, certains cas, comme la bataille de Brunete, peuvent faire croire à l'échec de l'utilisation concentrée de chars en unités indépendantes. C'est d'ailleurs ce qu'en retiennent les soviétiques après leur cuisant échec, mais surtout les purges et l'exécution du maréchal Tukhachevski. On est bien en Russie. Ils n'y voient qu'une partie de la solution, là où les Allemands mettent en œuvre une coopération poussée avec l'aviation. Mais là aussi, ce n'est pas une nouveauté, apportée par la guerre d'Espagne, mais qui est théorisée bien avant. Cette guerre conforte donc plus les deux parties dans leurs propres idées, plutôt que d'apporter de grandes nouveautés. Ce sont des vérifications de doctrines établies, des améliorations mineures, mais importantes, cela dit, comme c'est le cas pour les radios et les mitrailleuses des avions. Il ne faut pas aussi tomber dans le piège qui consiste à déclarer la guerre d'Espagne comme sans importance, pour la guerre moderne, comme l'a déclaré l'US Air Service, un journal semi-officiel. Il est alors plus vrai de parler d'un proving ground que d'un laboratoire.
D'autant plus que la Légion Condor n'a pas que des conséquences militaires. Celles-ci sont multiples, aussi bien politiques qu'économiques, ainsi que bien d'autres aspects que je n'ai pas eu le loisir de traiter. Commençons par l'expérience militaire. L'armée de terre allemande expérimente lors de la course à la mer la coordination infanterie blindée afin de tirer le meilleur des deux armes. Une telle coopération fait, on l'a vu, grandement défaut aux deux Espagnes au début de la guerre. Cependant, seuls les nationalistes réussissent à la mettre en pratique avec le corps de Yagüe, évoqué à la dernière vidéo. Quant à la force aérienne, la Légion permet de tester les Stuka. Il peut y prouver son utilité et sa capacité à effrayer l'ennemi. Les troupes républicaines furent effectivement traumatisées par les bombardements. La guerre psychologique allemande, qui fait fureur en 40, en Pologne, dans le Benelux et en France, trouve son origine dans cette guerre. Du fait de sa faible activité durant cette mission, la marine allemande, elle, n'a que peu de leçons à retenir de ce conflit, si ce n'est l'importance de l'anti-aérien pour éviter des incidents malheureux comme le bombardement du Deutschland qui avait rendu Hitler si furieux. Nous pouvons par la même occasion observer les similitudes entre l'effondrement républicain et l'effondrement français, aussi bien côté militaire que politique, et c'est ainsi que je vous amène, par une magnifique transition, à la politique. En effet, quant à l'apport du politique du conflit, il faut le voir à moyen et à long terme pour l'Allemagne nazie. À moyen terme d'abord, il montre d'un côté, une fois de plus à Hitler, les faiblesses des démocraties quand il s'agit de s'opposer véritablement à lui. De l'autre, il met en lumière leur attachement à l'idée de sauvegarder les apparences pour gagner des succès, aussi insignifiants soient-ils. Par exemple le comité de non-intervention, impliquant par exemple de camoufler leur incapacité à ne pas faire intervenir des acteurs étrangers comme l'Allemagne ou l'Italie en légalisant leur présence. Économiquement parlant, il s'agit d'une grande réussite pour le Troisième Reich. Avant d'envoyer du matériel et personnel de grande qualité, Hitler s'est d'abord assuré d'être bien payé en retour, avec les minerais espagnols de fer ou de cuivre, ainsi que d'autres concessions accordées par Franco, ce dernier ne pouvant se passer de l'aide de la Légion Condor. De plus, cela met fin à l'approvisionnement espagnol de l'Empire britannique en minerais de fer, la Grande-Bretagne l'important alors majoritairement depuis les mines du nord de l'Espagne. C'est tout pour ce deuxième épisode sur la Légion Condor. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker si cela vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de Strategicon, aussi bien sur la Syrie ou sur l'histoire militaire.